Ma fille m'a abandonnée dans une maison de retraite pour partir à Venise. Alors j'ai passé un coup de fil qui a tout changé. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et surtout, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Merci de votre soutien. Et maintenant, place à l'histoire. Je m'appelle Eliane Morel. J'ai 68 ans et pendant 42 ans, j'ai été directrice adjointe à la Banque nationale de Paris, agence de Marseille. Mon mari, Robert, est mort il y a 6 ans d'un cancer du poumon. Nous n'avons eu qu'un seul enfant, Nathalie, ma fille unique, celle pour qui j'ai tout sacrifié, celle qui, il y a 3 semaines, m'a abandonnée dans une maison de retraite pour partir en vacances à Venise avec toute sa famille. Sauf moi. Mais je dois commencer par le début, ce matin de septembre où tout a basculé. C'était un jeudi. Le ciel de Marseille était d'un bleu éclatant, ce bleu profond de la Méditerranée, qui fait croire que tout ira bien. J'étais dans mon appartement du Vieux-Port, celui que Robert et moi avions acheté en 1983 quand Nathalie était encore petite. 3 pièces au 5e étage, avec vue sur le port. Pas immense, mais c'était chez nous. Nathalie était arrivée vers 10 heures du matin, inhabituellement joyeuse. Elle portait une robe d'été jaune que je ne lui connaissais pas, des lunettes de soleil Chanel perchées sur ses cheveux bruns. À 43 ans, ma fille était devenue une femme élégante, presque distante. Son mari, Christophe, travaillait dans l'immobilier. Ils avaient 2 enfants, Lucas, 12 ans, et Emma, 9 ans, mes petits-enfants que je voyais de moins en moins. « Maman, j'ai une surprise pour toi », avait-elle lancé en entrant, son sourire trop large, trop forcé. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café. « Une surprise ? Tu te souviens de ce dont on parlait l'année dernière, Venise ?» Mon cœur s'était serré. Bien sûr que je me souvenais. C'était après l'enterrement de ma sœur Pauline. Nathalie m'avait dit « Maman, quand tout ira mieux, on partira ensemble à Venise. Juste toi et moi, comme avant. » Comme avant, quand elle était petite, quand elle me racontait tout, quand j'étais encore sa maman, pas juste un distributeur automatique. « Oui, je m'en souviens », avais-je répondu, posant les tasses sur la table. « Eh bien, c'est décidé, on part la semaine prochaine. » J'avais senti une vague de joie inonder ma poitrine. Venise, avec ma fille, enfin du temps ensemble, loin de tout. Vraiment. Oh Nathalie, c'est merveilleux. Mais il faut que tu prépares tes affaires dès maintenant, on part lundi. Alors ce week-end, fais ta valise, d'accord ? Bien sûr, bien sûr. J'avais ri, émue. Je vais préparer mes plus belles robes. Elle avait bu son café rapidement, regardé son téléphone plusieurs fois. Parfait. Je repasserai dimanche pour vérifier que tout est prêt. Et maman, prends tes médicaments aussi, hein ? Pour le cœur. J'avais froncé les sourcils. Mes médicaments ? Mais je vais bien, Nathalie. Oui, mais on ne sait jamais. Pour le voyage. Elle m'avait embrassé sur la joue, son parfum trop fort, trop sucré. À dimanche, maman. Et elle était partie. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans une euphorie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai sorti ma vieille valise Louis Vuitton, celle que Robert m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. J'ai choisi mes vêtements avec soin. 2 robes légères, un châle en soie bleu marine, mes chaussures confortables mais élégantes. J'ai même acheté un nouveau rouge à lèvres chez Sephora, un rose pâle qui me rajeunissait. Le samedi, j'ai appelé mon amie Geneviève pour lui annoncer la nouvelle. « Eliane, c'est fantastique. Tu vois, je te l'avais dit. Nathalie finit toujours par penser à toi. » Je sais, j'avais tort de douter. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait quelque chose. Un doute minuscule, presque imperceptible. Pourquoi Nathalie ne m'avait-elle donné aucun détail ? Quel hôtel ? Quel vol ? Combien de temps ? Le dimanche matin, elle est revenue, accompagnée de Christophe cette fois. Leur voiture, une Audi noire flambant neuve, était garée en double file devant l'immeuble. À travers la fenêtre, j'ai vu les enfants à l'arrière, Lucas avec ses écouteurs, Emma qui jouait sur une tablette. « Maman, tu es prête ?» Nathalie est entrée, jetant un œil rapide à ma valise. « Parfait, on y va. » « On y va maintenant ? Mais le vol est à quelle heure ? » « On a le temps, ne t'inquiète pas. »
Christophe a pris ma valise sans un mot. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. J'ai senti ce doute grandir, se transformer en une angoisse sourde. Dans la voiture, j'étais assise à l'avant, à côté de Nathalie qui conduisait. Christophe était derrière avec les enfants. Personne ne parlait. Emma a levé les yeux de sa tablette une seule fois pour me dire « Bonjour mamie », avant de replonger dans son écran. « Alors, vous êtes content pour Venise ?» avais-je tenté. Silence. « Lucas ? Emma ?»« Ouais », avait marmonné Lucas sans retirer ses écouteurs. Nathalie conduisait vite, trop vite. Nous avons quitté le centre-ville, pris l'autoroute A7 vers le nord. Je regardais défiler les panneaux. Aix-en-Provence, Avignon. Ce n'était pas la direction de l'aéroport. « Nathalie, où allons-nous ?»« On fait un détour, maman. Quelque chose à régler avant. » « Mais l'avion... » J'ai dit qu'on avait le temps. Sa voix était sèche, cassante. Mon estomac s'est noué. Après 40 minutes de route, nous sommes sortis à une petite ville que je ne connaissais pas. Des rues étroites, des platanes, des maisons provençales aux volets fermés. Puis, au bout d'une allée bordée de cyprès, un grand bâtiment blanc est apparu. Une pancarte, foyer les cerisiers, résidence pour personnes âgées. Mon sang s'est glacé. Nathalie, qu'est-ce que c'est que ça ? Ma voix tremblait. Je sentais mes mains devenir moites, mon cœur battre trop fort dans ma poitrine. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée principale. Christophe est descendu immédiatement, a ouvert le coffre, sorti ma valise. « Maman, écoute !» Nathalie s'est tournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la culpabilité, de l'impatience. On a réfléchi avec Christophe. Tu ne peux pas rester toute seule à Marseille pendant qu'on est parti. C'est dangereux. Et si tu tombes ? Et si tu as un malaise ? Mais tu m'avais dit « Venise ». Je sais ce que j'ai dit. Sa voix était devenue plus dure. Mais j'ai changé d'avis. Les enfants veulent passer du temps en famille. Juste nous 4. Tu comprends, n'est-ce pas ? J'ai regardé par la vitre arrière. Emma jouait toujours sur sa tablette, totalement indifférente. Lucas avait retiré un écouteur et me fixait avec une expression vide, presque ennuyée. Combien de temps ? Ma voix n'était plus qu'un murmure. 20 jours, 3 semaines maximum, le temps qu'on se repose un peu. 3 semaines, dans cet endroit. Tu m'avais promis Venise. Les larmes montaient, je les ai ravalées. Je refusais de pleurer devant elle. Maman, arrête de faire l'enfant. C'est juste temporaire. Et regarde, c'est très bien ici. Il y a des activités, d'autres personnes de ton âge. Tu ne seras pas seule. Christophe a ouvert ma portière. Allez, Eliane, on n'a pas toute la journée. Notre vol est à 16 heures. Leur vol, pas le mien, jamais le mien. Je suis descendue de la voiture comme une automate. Mes jambes tremblaient. Une femme en blouse blanche est sortie du bâtiment, sourire professionnel plaqué sur le visage. « Madame Morel ?»« Bonjour, je suis Madame Ferraud, la directrice. Nous vous attendions. » Ils avaient tout préparé, tout planifié, sans me demander mon avis. Nathalie m'a embrassé rapidement sur les 2 joues, son parfum écœurant me donnant la nausée. « Je t'appellerai, promis, et je te rapporterai un beau souvenir de Venise. » Un souvenir. Elle allait me rapporter un souvenir du voyage qu'elle m'avait volé. « 20 jours !» a-t-elle répété en remontant dans la voiture. « Ça va passer vite, tu verras. » La voiture a démarré. J'ai regardé les feux arrière disparaître au bout de l'allée. Emma n'a même pas levé la tête. Madame Ferraud a posé une main sur mon épaule. « Venez, Madame Morel, je vais vous montrer votre chambre. » La chambre. Mon Dieu, cette chambre. 12 mètres carrés tout au plus. Un lit médicalisé avec des barres en métal, une table de nuit en aggloméré, une armoire qui sentait le renfermer, une fenêtre qui donnait sur un parking. Les murs étaient d'un beige déprimant, le sol en linoléum gris. Un crucifix était accroché au-dessus du lit. « Voici la salle de bain », a dit Madame Ferraud en ouvrant une porte. Une douche avec un siège en plastique, des barres d'appui partout. « Et voici votre emploi du temps pour la semaine. » Elle m'a tendu une feuille plastifiée. 8 heures, petit déjeuner. 10 heures, activité manuelle. Midi, déjeuner. 14 heures, repos obligatoire. 16 heures, goûter.
18h, dîner. 20h, télévision en salle commune. 21h, coucher. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a une sonnette près du lit. L'infirmière de garde viendra. J'ai hoché la tête mécaniquement. Le dîner est dans 1 heure. Je vous laisse vous installer. La porte s'est refermée. Je me suis assise sur le lit. Il grinçait. Les ressorts étaient usés, durs contre mon dos. J'ai regardé ma valise Louis Vuitton posée au pied du lit, incongrue dans cette pièce misérable. Ma belle valise, préparée avec tant d'espoir pour un voyage qui n'existerait jamais. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais trop choquée, trop sonnée. Mon cerveau refusait d'accepter ce qui venait de se passer. 1 heure plus tard, une aide-soignante est venue me chercher pour le dîner. La salle à manger ressemblait à une cantine d'hôpital. Table en formica, chaises en plastique, néons agressifs au plafond. Une vingtaine de personnes étaient déjà installées. Des vieux, des vrais vieux. Certains bavaient, d'autres fixaient le vide, l'un d'eux parlait tout seul. On m'a assigné une place à une table avec 3 autres femmes. Madame Petit, 86 ans, pratiquement sourde. Madame Rousseau, 82 ans, qui m'a regardée avec méfiance. Et Madame Lambert, 74 ans, qui au moins semblait lucide. « Vous êtes nouvelle ?» m'a demandé Madame Lambert. « Oui, Eliane. »« Moi, c'est Josette. Vous êtes là pour combien de temps ?»« 20 jours. » Elle a eu un petit rire amer. C'est ce qu'on dit toutes au début. Le repas était infect. Une soupe tiède au goût de carton, du poulet caoutchouteux, des haricots verts trop cuits. J'ai à peine touché mon assiette. Après le dîner, on nous a fait monter en salle commune pour regarder la télévision. Un jeu stupide avec des candidats qui criaient. Personne ne regardait vraiment. Madame Petit s'était endormie, la bouche ouverte. Madame Rousseau tricotait un pull informe. Un vieil homme dans un coin chantonnait une chanson que personne ne connaissait. J'ai demandé à une aide-soignante « Est-ce que je peux avoir un téléphone pour appeler quelqu'un ?»« Il y a une cabine téléphonique dans le hall. Vous avez des pièces ?» Des pièces. Dans ma valise, j'avais mon portefeuille. Dedans, mes cartes bancaires. Et surtout, le numéro de téléphone que je connaissais par cœur depuis 42 ans. Je peux y aller maintenant ? Faites vite. Le coucher est à 21h. Je suis descendu dans le hall désert. La cabine téléphonique était près de l'accueil, une vieille cabine des années 90 avec un appareil à pièces. J'ai glissé une pièce de 50 centimes, composé le numéro. 3 sonneries. Puis une voix masculine, professionnelle. Banque nationale de Paris, agence centrale, bonsoir. Bonsoir, Eliane Morel à l'appareil. Code client 4478932. Un instant, madame. Bruit de clavier. Oui, madame Morel, que puis-je faire pour vous ? J'ai pris une longue inspiration. Ma main serrait le combiné si fort que mes jointures étaient blanches. Je veux bloquer tous les cartes bancaires additionnelles liées à mon compte, immédiatement. Un silence. Madame, vous êtes sûre ? Il y a actuellement 4 cartes supplémentaires enregistrées. Je sais exactement combien il y en a. Ma fille, mon gendre, et 2 pour leur soi-disant urgence. Bloquez-les toutes. Madame Morel, je dois vous informer que cette action est irréversible sans votre autorisation écrite pour les réactiver. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Très bien, je procède au blocage. Cela prendra effet dans les 2 heures maximum. Autre chose, je veux transférer l'intégralité du solde du compte joint que je partage avec ma fille vers mon compte personnel. Celui dont elle n'a pas accès. Nouveau silence, plus long cette fois. Madame, c'est une somme importante. Voulez-vous que je vous rappelle le montant du compte joint ? Inutile. Je sais qu'il y a 72 000 €. Transférez tout. Entendu. Et souhaitez-vous maintenir les virements automatiques mensuels ? Les virements. 4 500 € par mois. Pour payer l'appartement de Nathalie dans le 6e arrondissement de Marseille, pour payer l'école privée des enfants, pour payer leur voiture, leurs vacances, leur vie entière. Annulez tous les virements automatiques, tous. Madame, puis-je me permettre de vous demander si tout va bien ? J'ai souri dans le noir du hall désert. Tout va très bien. Pour la première fois depuis longtemps, tout va parfaitement bien. Très bien, madame. Les opérations seront effectives demain matin à l'ouverture des marchés. Vous recevrez une confirmation par courrier. Merci, bonne soirée.
J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait calmement, régulièrement. Une sensation étrange m'envahissait. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus froid, de plus déterminé. De la clarté. Je suis remontée dans ma chambre. Madame Lambert était dans le couloir, en chemise de nuit. « Vous avez pu téléphoner ?»« Oui, c'est bien. Ici, on se sent tellement coupé du monde. » Elle a baissé la voix. « Vous savez, Eliane, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'on ne part jamais vraiment d'ici? Oui, je me trompais. Certaines partent. Celles qui ont du caractère. Celles qui refusent de se laisser enterrer vivantes. » Elle m'a souri, un sourire complice, presque espiègle. « Bonne nuit, Eliane. Bonne nuit, Josette. » Dans ma chambre, j'ai ouvert ma valise. Sous mes robes, j'avais glissé un dossier. Le dossier que j'avais préparé il y a 3 ans, après la mort de Robert, quand mon notaire m'avait conseillé de mettre mes affaires en ordre. Dedans, tous mes documents, titres de propriété, relevés bancaires, contrat d'assurance vie, et surtout le testament que j'avais fait rédiger, celui que Nathalie ne connaissait pas. Je l'ai relu à la lumière blafarde de la lampe de chevet. Je, sous-signé Eliane Morel, née du bois, saine de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de mes biens à mes petits-enfants, Lucas et Emma Mercier, sous condition qu'ils atteignent l'âge de 25 ans. En attendant, les fonds seront gérés par un administrateur judiciaire désigné par la Cour. Ma fille, Nathalie Mercier, née Morel, ne pourra en aucun cas accéder à ces fonds ni les gérer. Je l'avais fait après une énième dispute avec Nathalie. Elle m'avait demandé de lui prêter 15 000 € pour un investissement. Je le lui avais donné. 6 mois plus tard, j'avais découvert que cet investissement était en réalité des vacances aux Maldives avec Christophe. Elle ne m'avait jamais remboursé. Ce soir-là, j'avais compris que ma fille ne me voyait plus comme sa mère, mais comme un distributeur automatique. J'ai replié le testament, l'ai remis dans le dossier. Demain, j'irai en ville. Il devait bien y avoir un bureau de poste, une banque. J'avais des démarches à faire. La nuit a été longue. Le matelas était inconfortable. Les draps sentèrent la javel. À travers le mur, j'entendais Madame Petit qui ronflait. Quelqu'un dans le couloir gémissait. Une porte a claqué. Une infirmière a crié « Monsieur Bertrand, retournez dans votre chambre !» J'ai regardé le plafond pendant des heures, les yeux grands ouverts dans le noir. À ce moment précis, Nathalie devait être dans l'avion. Elle était probablement en train de boire du champagne, de rire avec Christophe, de montrer aux enfants le menu du dîner. « Regardez les enfants, on va manger italien ce soir. » Elle pensait que j'étais ici, dans cette chambre sordide, abandonnée, cassée. Elle se trompait. Le lendemain matin, à 8 heures, une aide-soignante a frappé à ma porte. « Madame Morel, c'est l'heure du petit déjeuner. » Je m'étais levée à 6 heures, douchée, habillée. J'avais mis une de mes belles robes, celle en lin bleu marine que j'avais prévue pour Venise. Mes cheveux étaient coiffés, mon rouge à lèvres appliqué. Je n'étais pas une vieille abandonnée. J'étais Eliane Morel, 68 ans, ancienne directrice adjointe de banque, et j'avais un plan. Au petit déjeuner, Josette Lambert m'a regardée avec surprise. « Mon Dieu, Eliane, vous êtes élégante ce matin. »« Merci, Josette. J'ai des choses à faire en ville. »« En ville ? Mais on n'a pas le droit de sortir sans autorisation. » J'ai souri. Qui va m'en empêcher ? Après le petit déjeuner, je suis allée voir Madame Ferraud dans son bureau. « Madame Morel, que puis-je faire pour vous ? » « Je vais sortir quelques heures. J'ai des affaires personnelles à régler. » Elle a froncé les sourcils. « Madame, votre fille nous a demandé de veiller à ce que vous ne sortiez pas seule, pour votre sécurité. » Ma fille ne décide pas de ma vie. Ma voix était calme, mais ferme. Je suis ici de mon plein gré, et je peux partir quand je veux, n'est-ce pas ? Madame Ferraud a hésité. Eh bien, techniquement oui, mais... Alors je sors. Je serai de retour pour le déjeuner. Je suis partie avant qu'elle puisse répondre. Le village le plus proche était à 20 minutes à pied. Une petite commune provençale endormie, avec une place centrale, une boulangerie, une pharmacie, et surtout une agence de la Banque nationale de Paris. Je suis entrée. Le directeur, M. Girard, un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes,
m'a reçu immédiatement quand j'ai décliné mon identité. Madame Morel, c'est un honneur. Votre dossier client, je dois dire que c'est impressionnant. Merci, monsieur Girard. Je viens confirmer les opérations que j'ai demandées hier soir. Il a vérifié son ordinateur. Oui, tout a été effectué ce matin. Les cartes additionnelles sont bloquées, le transfert est finalisé. Votre compte personnel affiche maintenant un solde de 382 000 €. 382 000 €, l'héritage de Robert, mes économies de toute une vie. L'argent que Nathalie pensait pouvoir utiliser indéfiniment. Parfait. Maintenant, j'ai une autre demande. Monsieur Girard a sorti un carnet de notes. Je vous écoute, Madame Morel. Je veux retirer la procuration que ma fille a sur mon compte principal. Immédiatement. Il a relevé la tête, surpris. La procuration? Mais, Madame, c'est une décision importante. Votre fille ne pourra plus effectuer aucune opération en votre nom. Vous êtes certaine? Absolument certaine. Et je veux également modifier les bénéficiaires de mon assurance vie. Actuellement, ma fille est la seule bénéficiaire. Je veux la retirer. Monsieur Girard a posé son stylo. Son regard était devenu plus grave. Madame Morel, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Y a-t-il un problème avec votre fille? J'ai souri. Un sourire triste, je suppose. Disons qu'elle vient de m'apprendre une leçon importante, et je vais lui en apprendre une en retour. Je comprends. Il n'a pas insisté. 40 ans de carrière dans la banque, il avait dû voir des dizaines de drames familiaux. Très bien. Pour la procuration, je peux effectuer la révocation immédiatement. Pour l'assurance vie, il faudra signer de nouveaux documents. Qui souhaitez-vous désigner comme nouveaux bénéficiaires? Mes petits-enfants, Lucas et Emma Mercier, à parts égales. Mais avec une clause, les fonds ne seront débloqués qu'à leurs 25 ans et gérés par un administrateur judiciaire en attendant. C'est sage, cela protège les enfants. Il a tapé sur son clavier. Je prépare les documents. Vous pouvez patienter quelques minutes? J'ai attendu dans son bureau, regardant par la fenêtre la place du village. Une vieille femme donnait à manger aux pigeons. Un couple se promenait main dans la main. La vie continuait, normale, paisible. Pendant que la mienne venait de basculer. 20 minutes plus tard, j'ai signé 7 documents différents. Ma main ne tremblait pas. « C'est fait ?» a dit monsieur Girard. « Votre fille recevra une notification officielle sous 48 heures. Mais les blocages sont effectifs dès maintenant. » Merci, monsieur Girard. Madame Morel, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre fille, mais j'espère que vous pourrez arranger les choses. Moi aussi, à ma façon. Je suis sortie de la banque avec un sentiment étrange, de la légèreté, comme si j'avais posé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Sur la place, j'ai aperçu une agence de voyage. Soleil Voyage. La vitrine affichait des promotions. Ibiza, séjour dernière minute. Je suis entrée. Une jeune femme blonde m'a accueillie avec un sourire commercial. « Bonjour, madame. Je peux vous aider ?»« Oui. Je voudrais partir à Ibiza. Demain, si possible. » Elle a cligné des yeux. « Demain? Vous voyagez seule ?»« Absolument seule. »« Eh bien, laissez-moi vérifier. » Elle a tapé sur son ordinateur. « J'ai un vol demain après-midi, départ de Marseille, arrivé à Ibiza à 18 h. Pour combien de nuits? 3 semaines. 3 semaines, c'est merveilleux. Vous avez une préférence pour l'hôtel? Le meilleur que vous ayez, avec vue sur la mer. Je ne veux pas économiser. Elle m'a montré plusieurs options. J'ai choisi le plus cher, l'hôtel Torre del Mar, 5 étoiles, suite avec terrasse privée, 780 € la nuit. Parfait, je prends. Excellent choix, madame. Avec le vol, cela fait 16 400 € au total. J'ai sorti ma carte bancaire. Aucun problème. Pendant qu'elle finalisait la réservation, je sentais une excitation monter en moi. Une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis quand? Depuis mes 20 ans peut-être, quand tout était encore possible, quand la vie était une aventure. Voilà, c'est confirmé. Votre vol part demain à 15h30 de l'aéroport Marseille-Provence. Je vous envoie tous les documents par email. Merci, mademoiselle. En sortant de l'agence, j'ai regardé l'heure. 11h30. J'avais encore le temps. J'ai trouvé un petit café sur la place, commandé un verre de rosé et une salade niçoise.
Le serveur, un homme d'une 60aine d'années, m'a regardé avec curiosité. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?»« Non, je suis juste de passage. »« Vous avez l'air heureuse. Ça fait plaisir à voir. Je le suis, pour la première fois depuis longtemps. » Pendant que je déjeunais, mon téléphone a vibré. Un message de Nathalie. Le premier depuis son départ. « Maman, on est bien arrivé à Venise. L'hôtel est magnifique. Les enfants sont ravis. Je t'appellerai ce soir. Bisous. » Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « tu ne nous manques pas trop ?» Juste une mise à jour, comme on enverrait une carte postale à un voisin. Je n'ai pas répondu. J'ai fini mon déjeuner, payé, et suis rentrée au foyer Les Cerisiers. Madame Ferraud m'attendait dans le hall, l'air contrarié. « Madame Morel, vous êtes partie 3 heures. » Nous étions inquiets. Je vous avais prévenu que j'avais des affaires à régler. « Oui, mais votre fille... » « Ma fille n'a rien à dire. Je suis une adulte, Madame Ferraud. Une adulte parfaitement capable de décider de sa vie. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Très bien. Le déjeuner est terminé, mais je peux demander à la cuisine de vous préparer quelque chose. »« Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjeuné en ville. Je suis montée dans ma chambre. J'ai sorti de nouveau ma valise, refait mon sac. Cette fois, pas pour Venise, pour Ibiza, pour moi. Josette Lambert a frappé à ma porte dans l'après-midi. « Eliane, je peux entrer ?»« Bien sûr, Josette. » Elle est entrée, a vu ma valise ouverte sur le lit. « Vous partez ?»« Demain, pour 3 semaines. » Ses yeux se sont écarquillés. « 3 semaines ? Mais votre fille a payé pour 1 mois ici. » Ma fille va devoir apprendre que son argent ne peut pas tout acheter. Surtout pas ma dignité. Josette s'est assise sur la chaise près de la fenêtre. Elle avait l'air émue. « Vous savez, Eliane, je suis ici depuis 2 ans. Ma fille me visite 1 fois tous les 3 mois. À chaque fois, elle me promet de me reprendre chez elle. À chaque fois, elle trouve une excuse. Le travail, les enfants, le manque de place. Pourquoi vous restez ? Parce que j'ai peur. Peur d'être seule. Peur de ne plus avoir d'argent. Peur de déranger. » Elle m'a regardée avec une intensité soudaine. « Mais vous n'avez pas peur. »« J'ai peur, Josette. Mais j'ai plus peur encore de finir ma vie en regrettant de ne pas avoir eu le courage de vivre. » Elle a souri, les larmes aux yeux. « Vous êtes courageuse. »« Non, je suis juste fatiguée d'être traitée comme un meuble qu'on range dans un coin. » Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté sa vie, son mari mort, ses 3 enfants qui ne venaient jamais, ses petits-enfants qu'elle ne voyait que sur des photos Facebook. Une vie entière réduite à une chambre de 12 mètres carrés. Quand elle est partie, elle m'a serrée dans ses bras. « Profitez d'Ibiza pour moi aussi, d'accord ? » Promis. Le soir même, à 19h, mon téléphone a sonné. Nathalie. J'ai hésité un instant avant de décrocher. « Allô ? Maman, comment tu vas ? Le foyer est bien ?» Sa voix était joyeuse, insouciante, comme si de rien n'était. Comme si elle ne m'avait pas abandonnée dans un mouroir. « Ça va. Et Venise ? » ?»« Oh, c'est magnifique. On a pris une gondole cet après-midi. Les enfants ont adoré. Et ce soir, on va manger dans un restaurant sur le Grand Canal. Tu aurais adoré, maman. Tu aurais adoré. Au conditionnel, comme si j'étais déjà morte. J'en suis sûre. Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui ? Des activités au foyer ? » ?»« J'ai fait des courses, préparé des affaires. »« C'est bien, c'est bien. Bon, maman, je dois te laisser. On doit se préparer pour le dîner. Je te rappelle dans quelques jours, d'accord ? » Nathalie attend. « Oui, j'ai failli tout lui dire ce que j'avais fait, les comptes bloqués, l'argent transféré, le voyage à Ibiza. Mais quelque chose m'a retenue. Non, elle allait le découvrir toute seule. C'était plus... juste. Rien. Profite bien de ton dîner. Merci, maman. Bisous. » Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone longtemps après. 30 secondes. C'est le temps qu'elle m'avait consacré. 30 secondes dans sa journée parfaite à Venise. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, à 9h, j'étais habillée, valise bouclée, maquillée. J'ai descendu mes affaires dans le hall. Madame Ferraud était à l'accueil, en train de remplir des papiers. « Madame Morel ? Vous allez où avec votre valise ? » « Je pars, Madame Ferraud. »« Vous partez ? Mais
Votre séjour est payé jusqu'au 28. Je sais. Considérez que c'est un don. Vous pourrez utiliser ma chambre pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Mais votre fille, ma fille découvrira bien assez tôt. Ne vous inquiétez pas. J'ai appelé un taxi depuis la réception. Josette est descendue juste avant mon départ, encore en chemise de nuit. « Eliane, vous partez vraiment ?»« Je pars vraiment. » Elle m'a embrassée. « Envoyez-moi une carte postale. » Promis. Le taxi m'a conduite à l'aéroport de Marseille. Pendant le trajet, je regardais défiler le paysage provençal, les vignes, les champs de lavande. C'était une belle journée de septembre, le ciel d'un bleu éclatant. À l'aéroport, j'ai fait l'enregistrement sans problème. Vol à 15h30. J'avais 2 heures devant moi. J'ai acheté un magazine, pris un café à la terrasse, observé les voyageurs. Des familles, des couples, des jeunes, tous excités, impatients. Moi aussi j'étais excitée. À 68 ans, je partais seule pour la première fois de ma vie. Robert et moi, nous avions toujours voyagé ensemble. Puis, après sa mort, je n'étais plus partie nulle part. Nathalie disait toujours « Tu ne peux pas voyager seule, maman, c'est dangereux. » Attends, on ira ensemble. Mais ensemble ne venait jamais. L'embarquement a été annoncé. J'ai monté dans l'avion, trouvé ma place côté hublot. À côté de moi, un jeune homme d'une 30aine d'années tapait frénétiquement sur son ordinateur. L'avion a décollé. J'ai regardé Marseille rétrécir sous mes yeux, devenir minuscule, disparaître dans les nuages. Une page qui se tournait. 2 heures de vol. J'ai lu mon magazine, bu un verre de vin blanc, somnolé un peu. Quand l'avion a commencé sa descente vers Ibiza, mon cœur s'est mis à battre plus fort. L'île est apparue sous nous. Turquoise, dorée, magnifique. Nous avons atterri à 18h15. La chaleur m'a frappée dès la sortie de l'avion. Une chaleur douce, méditerranéenne, différente de celle de Marseille, plus sauvage. L'hôtel avait envoyé une voiture me chercher. Un chauffeur en costume tenait une pancarte. « Madame Morel ». Je me suis sentie importante, respectée. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 28 minutes. Nous avons longé la côte, traversé des villages blancs, des plages de sable fin. C'était magnifique. L'hôtel Torre del Mar était somptueux. Architecture blanche moderne, piscine à débordement, palmiers partout. À la réception, une jeune femme espagnole m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Bienvenida, Señora Morel, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous allez adorer votre suite. » La suite. Mon Dieu, la suite. 80 mètres carrés. Chambre immense avec lit king size, salon avec canapé blanc, salle de bain en marbre avec baignoire et douche séparées. Et surtout, une terrasse de 30 mètres carrés avec vue directe sur la mer Méditerranée. J'ai posé ma valise, ouvert les portes-fenêtres, suis sortie sur la terrasse. Le soleil se couchait. Le ciel était orange, rose, violet. La mer scintillait. On entendait le bruit des vagues, des rires au loin, de la musique douce. Je me suis assise sur un transat. J'ai fermé les yeux. Le vent caressait mon visage. Pour la première fois depuis 6 ans, depuis la mort de Robert, je me sentais en paix. Mon téléphone a vibré. Un message de Nathalie. « Maman, j'ai essayé d'acheter des souvenirs avec ma carte, mais ça ne marche pas. Tu peux vérifier avec la banque ? Bisous. » J'ai souri. Ça commençait. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 9h. Pas de réveil, pas d'emploi du temps imposé, pas d'aide-soignante qui frappe à la porte. Juste le bruit des vagues et le chant des oiseaux. J'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse. Café, croissant, fruits frais, jus d'orange pressé. Le serveur, un jeune homme espagnol charmant, m'a apporté un journal français. « Pour vous, madame, passez une excellente journée. » Après le petit déjeuner, je suis descendue à la piscine. J'avais mis mon maillot de bain, une pièce noire, un paréo blanc, mes lunettes de soleil. Je me sentais vivante. J'ai pris un transat près de la piscine. À ma gauche, un couple allemand dans la 50aine. À ma droite, une femme seule, la 60aine, cheveux courts poivre et sel, en train de lire un livre. Elle a levé les yeux, m'a souri. « Bonjour. Vous êtes française ? » « Oui. De Marseille. Et vous ? » « Parisienne.
Mais j'habite à Rio maintenant. Je m'appelle Simone. Nous avons commencé à discuter. Simone avait 72 ans, ancienne professeure de philosophie, divorcée depuis 15 ans, 3 enfants adultes qui vivaient tous à l'étranger. Elle voyageait seule depuis 8 mois après avoir vendu son appartement parisien. J'en avais assez d'attendre que mes enfants viennent me voir. Alors j'ai décidé de vivre ma vie. Bali, Vietnam, Thaïlande, maintenant Ibiza. Dans 2 semaines, je pars pour le Maroc. Vous n'avez pas peur? Voyager seule à notre âge? Elle a ri. Peur de quoi? De vivre? J'ai passé 40 ans à avoir peur. Peur de déranger, peur de ce que les gens penseraient, peur de ne pas être une bonne mère, une bonne épouse. Maintenant, je n'ai plus peur. Ou plutôt, j'ai peur, mais je le fais quand même. Ces mots ont résonné en moi. C'était exactement ce que je ressentais. Nous avons passé la journée ensemble. Déjeuner au restaurant de l'hôtel, promenade sur la plage, cocktail au bar en fin d'après-midi. Simone était drôle, libre, vivante. Elle racontait des histoires incroyables de ses voyages, des gens qu'elle avait rencontrés, des expériences qu'elle avait vécues. Et toi, Eliane? Pourquoi Ibiza? Je lui ai tout raconté. Nathalie, la maison de retraite, Venise, la trahison, les comptes bloqués, ma fuite. Simone m'écoutait sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. « Tu as bien fait. Les enfants doivent comprendre que nous ne sommes pas des meubles qu'on range quand ils n'ont plus besoin de nous. Mais c'est ma fille unique. J'ai peur de la perdre. Eliane, tu l'as déjà perdue. Le jour où elle t'a abandonnée dans cette maison de retraite, elle t'a perdue. Maintenant, elle doit te retrouver. Mais pas l'ancienne toi, la nouvelle. » Le soir même, mon téléphone a sonné. Nathalie. J'ai hésité, puis décroché. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était hystérique, pas inquiète, en colère. « Bonjour Nathalie, comment vas-tu ?»« Comment je vais? Tous nos cartes sont bloquées, le compte joint est vide, on ne peut rien payer ici. »« Ah bon? Quel dommage! Quel dommage! Maman, c'est une catastrophe, on est à Venise. On a un hôtel 4 étoiles, des restaurants réservés, et on ne peut rien payer. Peut-être que tu aurais dû prévoir un budget avec ton propre argent. » Un silence. « Mon propre argent? Mais, maman, c'est ton argent qui... » « Exactement, mon argent, pas le tien. Mais tu nous as toujours aidés. Je vous ai toujours tout payé, Nathalie. Nuance, ton appartement, l'école des enfants, tes vacances, ta voiture. Pendant que tu me mettais dans un mouroir. C'était pas un mouroir, c'était une maison de retraite très bien. Pour 3 semaines pendant que tu partais à Venise, le voyage que tu m'avais promis. Nouveau silence. Plus long. Je pouvais presque entendre ses pensées, sa panique. Maman, je suis désolée, c'était une erreur, mais là, on a un problème. L'hôtel réclame le paiement et tu vas devoir trouver une solution, comme une adulte. Mais comment? Appelle ton mari, appelle tes beaux-parents, vends tes bijoux, je m'en fiche, mais ne compte plus sur moi. Maman, s'il te plaît, on est tes petits-enfants aussi. Lucas et Emma, tu vas les laisser dans cette situation? Les enfants, bien sûr. Elle utilisait les enfants comme chantage émotionnel. Lucas et Emma ne manqueront de rien. J'ai modifié mon testament. Tout ira à eux, mais pas à toi. Et pas avant leurs 25 ans. En attendant, vous allez devoir apprendre à vivre avec vos propres moyens. Tu es cruelle. Non, Nathalie, je suis juste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, d'adrénaline. Simone, qui avait entendu une partie de la conversation depuis le bar, m'a fait signe. Viens, on va fêter ça avec du champagne. Nous avons bu du champagne sur la terrasse de l'hôtel, regardant le soleil se coucher sur la mer. D'autres clients se joignaient à nous. Un couple britannique dans la soixantaine, une Australienne de 75 ans qui voyageait en van à travers l'Europe, un Français de 70 ans, veuf, qui venait d'acheter un voilier. Pour la première fois depuis des années, j'étais entourée de gens qui ne me voyaient pas comme une vieille femme inutile, mais comme une personne, avec des histoires, des rêves, une vie. Les jours suivants ont été magnifiques. Yoga sur la plage au lever du soleil avec Simone, déjeuner dans de petits restaurants cachés, promenade dans les ruelles blanches d'Ibiza Town, soirée tranquille à lire sur ma terrasse.
Nathalie a essayé de m'appeler 15 fois. Je n'ai décroché aucun de ses appels. Elle a envoyé des messages de plus en plus désespérés. « Maman, réponds s'il te plaît. On a dû emprunter de l'argent aux beaux-parents. L'hôtel a menacé de garder nos bagages. Les enfants pleurent. Tu es contente ?» Je n'ai répondu à aucun. Le 5e jour, Simone m'a emmenée dans un petit café bohème au port. « Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Nous sommes entrés. Le café était charmant, décoré de plantes vertes, de livres anciens, de photos en noir et blanc. Au fond, près de la fenêtre, un homme était assis seul, lisant un journal. Cheveux blancs courts, lunettes fines, chemise en lin bleu ciel. L'allure d'un intellectuel. Il a levé les yeux quand nous sommes approchés. « Simone, quelle surprise !»« Philippe, je te présente Eliane, une amie marseillaise. Eliane, voici Philippe Mercier. » Il s'est levé, m'a serré la main, une poignée ferme, chaleureuse. « Enchantée, Eliane. »« Enchantée. » Nous nous sommes assis. Philippe a commandé du café pour nous trois. Il parlait avec un accent du sud-ouest, une voix grave et posée. Il racontait qu'il était originaire de Bordeaux, qu'il avait dirigé une petite maison de vin pendant 35 ans avant de la vendre à ses enfants il y a 2 ans. « Ma femme est morte il y a 4 ans. Cancer. Après ça, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Mes enfants voulaient que je reste à Bordeaux, près d'eux. Mais j'ai tout fait. Alors j'ai acheté un petit appartement ici, à Ibiza. Je passe 6 mois par an ici, 6 mois à Bordeaux. »« Vous ne vous sentez pas seul ?» j'ai demandé. Il a souri. « Au début, oui, beaucoup. Mais j'ai appris que la solitude et l'isolement sont 2 choses différentes. Je suis seul, mais je ne suis pas isolé. J'ai mes livres, mes promenades, mes amis. Et parfois, je rencontre des gens intéressants. » Il m'a regardé en disant cela. Pas de manière insistante, juste avec intérêt. Nous avons parlé pendant 2 heures, de littérature, de vin, de voyage, de la vie. Philippe avait une culture impressionnante, mais sans prétention. Il écoutait autant qu'il parlait. C'était rafraîchissant. Quand nous sommes partis, Simone m'a fait un clin d'œil. « Il te plaît, Amon ?»« Quoi ?» ?»« C'est évident. Et tu lui plais aussi. On vient juste de se rencontrer. Et alors, à notre âge, on n'a pas le temps de jouer. » Le lendemain, Philippe m'a envoyé un message. Simone lui avait donné mon numéro. « Eliane, j'ai passé un excellent moment hier. Seriez-vous libre pour dîner ce soir ? Je connais un petit restaurant sur les falaises. La vue est magnifique. » J'ai hésité. Puis j'ai pensé, pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'avais à perdre ? Avec plaisir. Il est venu me chercher à l'hôtel à 19h30. Il conduisait une vieille Jeep décapotable, portait un pantalon beige et une chemise blanche. Simple, élégant. Le restaurant était incroyable. Perché sur une falaise, tables en bois, guirlandes lumineuses, vue panoramique sur la mer. On entendait le bruit des vagues qui se fracassaient en contrebas. Nous avons commandé du poisson grillé, du vin blanc local. Philippe m'a raconté sa vie. Son enfance dans les vignes, ses études d'œnologie, son mariage avec Anne, leur vie ensemble, leur maison de vin qui avait failli faire faillite 3 fois avant de réussir. Et vos enfants, ils s'occupent bien de l'affaire. Ils la font prospérer même. Mon fils, Thomas, a un talent naturel pour le commerce. Ma fille, Claire, s'occupe de la partie technique. Ils forment une bonne équipe. Vous ne regrettez pas d'avoir vendu ? Il a réfléchi. Au début, oui, c'était toute ma vie. Mais Anne me manquait tellement que je ne pouvais plus rester là-bas. Chaque coin de cette maison me rappelait elle. Alors j'ai vendu, j'ai donné l'argent aux enfants et je suis partie. Ils n'ont pas essayé de vous retenir ? Si. Ils voulaient que je reste, que je vive chez l'un d'eux, que je sois le grand-père à plein temps. Mais je ne voulais pas devenir un fardeau. Un fardeau. J'ai répété le mot, pensant à Nathalie. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Il m'a regardé intensément. Simone m'a parlé un peu de votre situation. Elle vous a dit quoi ? Que vous êtes ici pour vous retrouver, que votre fille vous a blessé. Elle ne m'a pas donné de détails. J'ai pris une longue inspiration et je lui ai tout raconté. Tout. La promesse de Venise, la maison de retraite, l'abandon, les comptes bloqués, ma fuite. Il m'a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête. Quand j'ai fini, il a pris ma main sur la table.
Vous avez été courageuse. Courageuse? J'ai l'impression d'avoir été cruelle. Non. Vous avez posé des limites. C'est différent. Les enfants doivent comprendre que nous sommes encore des êtres humains avec des besoins, des désirs, une dignité. Pas des distributeurs de billets ou des babysitters gratuits. Mais elle est ma fille unique. Si je la perds, vous ne la perdrez pas. Mais elle doit vous perdre d'abord, pour comprendre votre valeur. Ces mots m'ont touché profondément. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant la mer sous la lune. Et vous, Philippe? Vous ne vous sentez pas coupable d'avoir quitté vos enfants? Au début, terriblement. Mais j'ai réalisé quelque chose. En restant là-bas, par culpabilité, je leur aurais transmis une leçon terrible, qu'il faut se sacrifier pour les autres, même au prix de son propre bonheur. Est-ce vraiment ce que je voulais leur enseigner? Non, bien sûr que non. Nous avons fini le dîner, puis Philippe m'a ramené à l'hôtel. Devant l'entrée, il m'a dit « Eliane, j'aimerais beaucoup vous revoir. » Moi aussi, Philippe. Demain, je pourrais vous faire visiter l'intérieur de l'île, les villages blancs, les marchés hippies, avec plaisir. Il m'a embrassé sur la joue. Sa barbe naissante piquait légèrement ma peau. Une sensation que je n'avais pas ressentie depuis 6 ans. Les jours suivants ont été magiques. Philippe et moi passions tout notre temps ensemble. Il m'a fait découvrir Ibiza, au-delà des plages et des hôtels. Des petits villages perchés dans les collines, des marchés artisanaux, des criques secrètes accessibles seulement à pied. Nous parlions de tout, de nos vies passées, de nos regrets, de nos espoirs pour l'avenir. Il me faisait rire, il m'écoutait. Il me regardait comme si j'étais encore une femme désirable, pas juste une vieille dame. Un soir, après un dîner chez lui, un petit appartement simple mais élégant, avec vue sur la mer, nous étions sur le balcon, un verre de vin à la main. « Eliane, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Oui ?» Je n'ai pas ressenti ça depuis la mort d'Anne. Cette légèreté, cette joie. Tu me fais sentir vivant. J'ai senti les larmes monter. Philippe, je sais que c'est rapide. Je sais qu'on se connaît depuis à peine 2 semaines, mais à notre âge, on n'a pas le luxe du temps. Alors je te le dis directement, je tiens à toi. Beaucoup. Moi aussi, Philippe, moi aussi. Il m'a embrassé, un vrai baiser. Doux, tendre, respectueux. Mon premier baiser depuis la mort de Robert. J'ai pleuré après. Pas de tristesse, de soulagement. D'être encore capable de ressentir ça. D'être encore vivante. Cette nuit-là, je suis restée chez lui. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, blottis l'un contre l'autre sur son canapé, regardant le soleil se lever sur la Méditerranée. Pendant ce temps, à Venise, Nathalie vivait un cauchemar. Elle m'a envoyé un message le lendemain. « Maman, on rentre plus tôt. On a plus les moyens de rester. On sera à Marseille après-demain. On viendra te chercher au foyer. Venir me chercher, comme si j'étais un colis qu'on avait mis en garde. » J'ai répondu « Inutile, je ne suis plus au foyer. » Elle a appelé immédiatement. Cette fois, j'ai décroché. « Comment ça, tu n'es plus au foyer ?» Exactement ce que j'ai dit. Mais où es-tu? Quelque part où je suis heureuse. « Maman, ce n'est pas le moment de jouer. On a tout perdu à cause de toi. Christophe a dû emprunter à ses parents, j'ai vendu mes bijoux, on a dû prendre un vol low cost avec escale. Les enfants sont traumatisés. » Traumatisés? Par quoi? Par le fait de voyager comme des gens normaux? Par le fait que leur grand-mère nous a lâchés? Non, Nathalie. Par le fait que leur mère m'a lâché en premier. Ils viennent juste de découvrir que les actions ont des conséquences. Des conséquences? Maman, on a été humiliés? Le personnel de l'hôtel nous regardait comme des clochards. On a dû nettoyer notre chambre nous-mêmes pour réduire la facture. Emma a pleuré pendant 2 heures parce qu'elle ne pouvait pas acheter un masque vénitien. Et moi, j'ai pleuré pendant 3 heures dans une chambre de maison de retraite qui sentait la javel pendant que tu buvais du prosecco sur une terrasse donnant sur le Grand Canal. Silence, long, pesant. Je ne savais pas que tu prendrais ça comme ça. Comment voulais-tu que je le prenne, Nathalie? Tu m'as menti, tu m'as promis Venise, tu m'as fait croire qu'on partirait ensemble, comme tu l'avais dit. J'ai préparé ma valise avec joie, avec espoir, et tu m'as déposée dans un mouroir. C'était pas un mouroir. Arrête! Ma voix a tonné. Philippe,
qui lisait sur le canapé, a levé les yeux, inquiet. J'ai respiré profondément. Arrête de minimiser, arrête de trouver des excuses. Pour une fois dans ta vie, assume ce que tu as fait. J'entendais sa respiration saccadée au téléphone. Elle pleurait peut-être. Je m'en fichais. Où es-tu ? Elle a demandé d'une voix plus petite. À Ibiza. À Ibiza ? Oui, dans un hôtel 5 étoiles, avec vue sur la mer. Je prends des cours de yoga. Je me suis fait des amis. J'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un ? Oui, un homme merveilleux qui me traite avec respect. Imagine ça. Nouveau silence. Puis, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Maman, je suis désolée. » C'était la première fois qu'elle le disait. Vraiment. Je sais que j'ai été horrible, je sais que je t'ai blessée, mais je ne savais pas comment faire autrement. Christophe voulait des vacances en famille, juste nous 4, et je me suis dit que tu comprendrais. Que tu serais bien au foyer, que je ne méritais pas d'être incluse dans ta famille. Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Nathalie ? Explique-moi, parce que de mon point de vue, tu m'as écartée comme un déchet. Elle pleurait maintenant, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Christophe disait que tu ralentirais tout, que les enfants s'amuseraient moins, et j'ai écouté, au lieu de t'écouter toi. Et maintenant j'ai compris. Quand on était à Venise, sans argent, obligé de manger des sandwichs sur un banc pendant que les autres mangèrent dans des restaurants, j'ai compris ce que tu ressentais. Être écarté, être traité comme si on ne comptait pas. Bien, maman, est-ce que tu peux me pardonner ? J'ai regardé Philippe. Il m'observait, attendant ma réponse. Il a hoché la tête doucement, comme pour dire « C'est à toi de décider ». Un jour peut-être, mais pas maintenant. Maintenant, j'ai besoin de vivre ma vie, sans toi, sans tes demandes, sans tes jugements. Je comprends, sa voix était brisée. Et l'argent ? L'argent reste bloqué. Mes virements mensuels sont annulés. Tu vas devoir apprendre à vivre avec tes moyens. Mais l'appartement que je payais, trouve un logement plus petit ou demande à Christophe de travailler plus, ou travaille toi-même davantage. Je m'en fiche, mais ne compte plus sur moi. Et les enfants ? Les enfants auront tout quand ils auront 25 ans. En attendant, apprenez-leur la valeur de l'argent au lieu de leur apprendre à profiter de leur grand-mère. Maman, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ne me rappelle pas pendant un moment. Quand je serai prête, c'est moi qui t'appellerai. J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Philippe s'est levé, m'a prise dans ses bras. Tu as été forte. J'ai été dure. Tu as été juste. Il y a une différence. Nous sommes restés enlacés un long moment. Puis Philippe a murmuré « Eliane, j'ai une proposition à te faire. » « Laquelle ? Reste, pas seulement pour les 3 semaines. Reste ici, à Ibiza, avec moi. » Mon cœur s'est arrêté. « Philippe, je sais que c'est fou. Je sais qu'on se connaît depuis 2 semaines. Mais je ne me suis pas sentie comme ça depuis des années. Tu me rends heureux. Et j'ai l'impression que je te rends heureuse aussi. Tu me rends heureuse, mais ma vie est à Marseille, mon appartement, mes souvenirs. Tes souvenirs, tu les portes en toi. Et Marseille n'est qu'à 2 heures d'avion. Tu peux garder ton appartement, venir ici 6 mois par an, ou 3 mois, ou autant que tu veux. Mais donne-nous une chance. J'ai regardé son visage, ses yeux bleus sincères, ses cheveux blancs ébouriffés, son sourire doux. D'accord, 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 essayons. Il m'a embrassée, me faisant tournoyer comme une jeune fille. Nous avons ri, pleuré, nous sommes embrassés encore. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 6 ans, je n'ai pas dormi seule. Les 2 semaines suivantes ont été les plus belles de ma vie. Philippe m'a présenté à ses amis, un groupe d'expatriés français, espagnols, britanniques, tous retraités, tous vivant leur meilleure vie loin des attentes familiales. Nous organisions des dîners, des sorties en bateau, des soirées poésie sur la plage. Simone est restée 1 semaine de plus pour superviser notre histoire d'amour, comme elle disait. Elle m'a aidé à prolonger ma réservation d'hôtel, puis à chercher un appartement à louer pour les prochains mois. J'en ai trouvé un parfait. Petit, 2 pièces dans le vieux quartier d'Ibiza Town, terrasse avec vue sur la cathédrale.
800 € par mois. J'ai signé pour 6 mois. Vous êtes sûr? M'a demandé le propriétaire, un vieux monsieur espagnol. 6 mois d'un coup. Absolument sûr. Philippe m'a aidé à m'installer. Nous avons acheté des meubles ensemble, choisi des rideaux, décoré les murs avec des photos de nos promenades. C'était comme jouer à la dinette, mais en vrai, en mieux. Un après-midi, alors que nous prenions le café sur ma nouvelle terrasse, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Madame Morel? Monsieur Girard de la BNP. Oui, bonjour Monsieur Girard. Je vous appelle pour vous informer que votre fille, Madame Mercier, s'est présentée à l'agence ce matin. Elle demandait à rencontrer quelqu'un pour discuter de votre situation financière. Et je lui ai expliqué que sans votre autorisation écrite, nous ne pouvions rien faire. Elle était, disons, contrariée. Je m'en doute. Elle a mentionné qu'elle envisageait de contester vos décisions, juridiquement. J'ai senti une bouffée de colère. Me contester? Sous quel motif? Elle évoque une possible altération de vos facultés mentales. J'ai ri, un rire froid. Mes facultés mentales sont parfaitement intactes, Monsieur Girard. Vous pouvez en témoigner. Absolument, et je le ferai si nécessaire. Mais je voulais vous prévenir. Merci, faites-moi savoir si elle revient. J'ai raccroché, le cœur battant. Philippe m'a regardé, inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie envisage de me faire déclarer inapte mentalement pour récupérer le contrôle de mes comptes. Elle peut faire ça? Elle peut essayer, mais elle ne gagnera pas. J'ai tous mes esprits. J'ai fait mes démarches avec un notaire, un banquier. Elle n'a aucune chance. Mais malgré mes paroles assurées, j'étais secouée, ma propre fille, prête à me faire passer pour folle juste pour récupérer de l'argent. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon notaire, Maître Blanchard, à Marseille. Madame Morel, votre fille a pris rendez-vous avec moi. Elle souhaite discuter de votre testament et de la gestion de vos biens. Sans mon autorisation? Elle prétend agir dans votre intérêt. Elle dit que vous avez pris des décisions irrationnelles récemment. Maître Blanchard, vous me connaissez depuis 20 ans. Est-ce que je vous ai semblé irrationnel? Absolument pas. Au contraire, les modifications que vous avez apportées à votre testament étaient parfaitement sensées et légales. Alors dites-le lui, et dites-lui que si elle continue, je porterai plainte pour harcèlement. Entendu, madame? J'ai raccroché, tremblante de rage. Philippe m'a prise dans ses bras. Respire. Elle ne peut rien te faire. Elle est ma fille, Philippe, ma fille unique, et elle me traite comme une ennemie, parce qu'elle a peur, peur de perdre son confort, peur de devoir assumer sa vie d'adulte, mais ce n'est plus ton problème. Il avait raison, mais ça faisait mal quand même. 2 jours plus tard, j'ai reçu un colis express de Marseille, de Nathalie. À l'intérieur, une lettre manuscrite, plusieurs pages. Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je t'écris quand même parce que je dois te dire certaines choses. Tu as raison, surtout. J'ai été égoïste, ingrate, cruelle. Je t'ai traité comme un distributeur automatique, pas comme ma mère. Je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi. Je t'ai menti, je t'ai trahi. Quand on est revenu de Venise, qu'on a dû déménager dans un appartement plus petit, que Christophe a dû chercher un 2e emploi, que les enfants ont dû changer d'école, j'ai compris. J'ai compris ce que tu avais fait pour nous pendant toutes ces années. Payer nos factures, nos vacances, notre vie, sans jamais rien demander en retour. Sauf du respect. Et même ça, je ne te l'ai pas donné. Christophe m'en veut. Il dit que c'est ma faute si on a tout perdu. Et il a raison. Mais tu sais quoi? Pour la première fois depuis des années, on parle. Vraiment. On doit trouver des solutions ensemble, gérer notre argent, faire des choix. Et c'est dur, mais c'est aussi libérateur. On était devenus dépendants de toi sans même s'en rendre compte. Les enfants me posent des questions. Pourquoi mamie ne vient plus? Pourquoi mamie est fâchée? Je leur ai dit la vérité, que j'avais été méchante avec toi, que tu méritais mieux. Lucas m'a dit « Alors tu dois t'excuser. Emma a dessiné une carte pour toi. Je la mets dans l'enveloppe. Maman, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne te demande même pas de revenir. Je sais que tu as ta vie maintenant, à Ibiza, avec Philippe.
Oui, j'ai parlé avec Geneviève qui m'a tout raconté. Je suis contente pour toi, vraiment. Je te demande juste de ne pas m'effacer complètement, de ne pas m'abandonner comme je t'ai abandonné. Parce que même si je ne le mérite pas, tu es ma maman. Et j'ai besoin de toi. Pas de ton argent, de toi. Je t'aime. Je l'ai toujours fait. J'ai juste oublié de te le montrer. Nathalie. J'ai pleuré en lisant la lettre. Pleuré toutes les larmes que j'avais retenues. Philippe m'a trouvée sur la terrasse, la lettre dans une main, le dessin d'Emma dans l'autre. Un dessin de nous deux, main dans la main, avec des cœurs partout. Et en haut, « Pardon, mamie, je t'aime. » « Tu veux en parler ?» a demandé Philippe doucement. Elle s'excuse, vraiment. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?»« Je ne sais pas. Je suis encore blessée, encore en colère. Mais elle est ma fille. Tu n'as pas à décider maintenant. Prends ton temps. J'ai gardé la lettre pendant 1 semaine. Je la relisais tous les soirs. Puis, un matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la première sonnerie. « Maman ?»« Bonjour Nathalie. »« Maman, tu as reçu ma lettre ?»« Oui. »« Et tu... » ?»« Je ne suis pas prête à te pardonner complètement. Pas encore, mais je suis prête à essayer. » J'entendais des sanglots au téléphone. « Merci maman. Merci, merci, merci. » Il y a des conditions. Tout ce que tu veux. 1. Tu ne me demandes plus jamais d'argent. Jamais. Si tu as besoin de quelque chose, tu travailles pour l'obtenir. 2. Tu respectes mes choix. Ma vie à Ibiza, Philippe. Tout. Tu n'as pas ton mot à dire. 3. Tu m'appelles 1 fois par semaine. Pas pour me demander quelque chose, juste pour parler. Pour me dire comment tu vas. Comment vont les enfants. 4. Tu viens me voir. Ici, à Ibiza. Toi, Christophe et les enfants. Vous payez vos billets, vous dormez à l'hôtel. Mais vous venez. D'accord. À tout. D'accord à tout. Et Nathalie? Oui, si tu me trahis encore une fois, c'est fini. Définitivement, tu comprends? Je comprends. Je te le promets, maman. Plus jamais. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté leur déménagement, le nouvel appartement plus petit mais lumineux, l'école publique où Lucas et Emma s'adaptaient bien. Christophe avait trouvé un 2e job comme consultant, elle avait repris son poste à mi-temps. « On vit avec moins, mais on vit mieux », elle a dit. « On apprécie les choses maintenant. » C'est bien. Et toi? Raconte-moi Ibiza. Raconte-moi Philippe. Alors je lui ai tout raconté. L'hôtel, Simone, Philippe, mon appartement, ma nouvelle vie. Elle écoutait, posait des questions, riait parfois. « Tu as l'air heureuse, maman. » « Je le suis. Pour la première fois depuis longtemps. Je suis contente pour toi, vraiment. » Quand j'ai raccroché, Philippe m'a embrassée. « Fier de toi. C'était la bonne décision ?» Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il y a juste ta décision. Et elle vient de ton cœur. C'est tout ce qui compte. Les semaines suivantes ont été paisibles. Ma routine s'est installée. Cours de yoga 3 fois par semaine. Déjeuner avec mes nouveaux amis. Soirée avec Philippe, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Promenade sur la plage au coucher du soleil. Nathalie appelait tous les dimanches, comme promis. Nos conversations étaient parfois tendues, parfois chaleureuses. Mais elles existaient. C'était un début. Un matin de novembre, 3 mois après mon arrivée, Philippe m'a emmenée dans un endroit spécial. Une petite crique cachée, accessible seulement par un sentier escarpé. C'est ici qu'Anne et moi sommes venus pour la première fois à Ibiza, a-t-il dit. Il y a 35 ans. Nous nous sommes assis sur les rochers, regardant la mer turquoise. Eliane, je veux te dire quelque chose. Mon cœur s'est serré. Quoi? Je t'aime. Ces mots. Si simples. Si puissants. Des mots que je n'avais pas entendus depuis la mort de Robert. Des mots que je pensais ne plus jamais entendre. Philippe? Attends, laisse-moi finir. Il a pris mes mains dans les siennes. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous sommes vieux, que les gens diront que nous sommes fous. Mais je m'en fiche. À 74 ans, j'ai appris que le temps est un luxe qu'on n'a pas. Anne est morte à 69 ans. Elle était en bonne santé, puis en 6 mois, elle était partie.
Je ne veux pas gaspiller un seul jour sans te dire ce que je ressens. Les larmes coulaient sur mes joues. Je t'aime aussi, Philippe. Il a souri, ce sourire doux qui faisait fondre mon cœur. Alors reste avec moi, pas seulement 6 mois, pour toujours. Pour toujours? Ou ce qui y ressemble le plus pour nous. Vends ton appartement à Marseille si tu veux, ou garde-le et loue-le. Mais fais d'Ibiza ta maison. Avec moi. J'ai regardé la mer, le ciel bleu infini, les rochers dorés. Puis, j'ai regardé Philippe, cet homme qui m'avait rendu ma joie de vivre. Cet homme qui me voyait comme une femme, pas comme une vieille dame inutile. D'accord, 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 restons ensemble, construisons quelque chose, à notre âge, à notre façon. Il m'a embrassée. Un long baiser salé par mes larmes et par les embruns. Ce soir-là, nous avons organisé un dîner pour annoncer notre décision à nos amis. Simone, qui était revenue d'un voyage au Maroc, a levé son verre. À Eliane et Philippe, qui nous prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. Tout le monde a applaudi, trinqué, ri. C'était parfait. Le lendemain, j'ai appelé Nathalie. « Maman, tout va bien ?»« Tout va très bien. Je voulais te dire, je vais rester à Ibiza, définitivement. » Silence. Puis, définitivement? Oui. Philippe et moi, nous sommes ensemble, et je vais m'installer ici. Oh, oh, maman, c'est merveilleux. Sa voix était sincère. Pas de sarcasme, pas d'amertume, juste de la joie. Tu es contente pour moi? Évidemment que je suis contente. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, ma chérie. Et est-ce qu'on peut toujours venir te voir? Bien sûr, quand vous voulez. J'ai hâte que tu rencontres Philippe. Et que Philippe rencontre ses petits-enfants. Nous avons parlé encore longtemps. Pour la première fois depuis des années, notre conversation était légère, chaleureuse. Comme avant. Comme quand elle était petite et qu'elle me racontait ses journées d'école. En décembre, Nathalie, Christophe et les enfants sont venus passer une semaine à Ibiza. Ils ont dormi dans un petit hôtel près de la plage, ont payé leurs repas, leurs activités. Aucune demande d'argent, aucun reproche. Lucas et Emma ont adoré Philippe. Il leur a appris à faire du voilier, leur a raconté des histoires de vignes, les a emmenés visiter des grottes marines. Ils l'ont appelé « Papy Philippe » dès le 2e jour. Un soir, sur la terrasse de mon appartement, pendant que Philippe jouait aux cartes avec les enfants, Nathalie et moi sommes restés seuls un moment. « Maman, je voulais te dire, tu avais raison. Pour tout. Je sais. Non, vraiment. Tu avais raison de me punir. Tu avais raison de partir. Tu avais raison de vivre ta vie. Je ne le voyais pas avant, mais maintenant je comprends. » Et qu'est-ce que tu comprends? Que tu n'es pas juste ma mère, que tu es Eliane, une femme avec ses propres rêves, ses propres besoins, et que je n'avais pas le droit de t'enfermer dans le rôle de la grand-mère disponible qui paye tout. J'ai pris sa main. Je t'aime, Nathalie. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus vivre pour toi. Je dois vivre pour moi. Je sais, et je ne veux plus que tu vives pour moi. Je veux juste qu'on soit dans la vie l'une de l'autre. Différemment qu'avant, mieux qu'avant. Moi aussi. Nous sommes restées silencieuses, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. Emma a crié « Mamie, papy Philippe triche aux cartes !» et nous avons ri. Le dernier soir de leur séjour, j'ai organisé un dîner dans un restaurant sur le port. Nathalie avait insisté pour payer. « S'il te plaît, maman, laisse-nous t'inviter. Juste une fois. » J'ai accepté. Pendant le repas, Philippe a levé son verre. « Je voudrais porter un toast à Eliane, la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur. » Nathalie a levé son verre aussi. À maman, qui m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, même si j'ai mis du temps à la comprendre. Les enfants ont levé leur verre de jus d'orange. À mamie, j'ai regardé autour de la table. Mon nouveau compagnon, ma fille, mon gendre, mes petits-enfants, ma famille. Différente de ce que j'avais imaginé, mais réelle. Vraie. À la vie, j'ai dit, à toutes ces surprises. Nous avons trinqué. Plus tard cette nuit-là,
Après que Nathalie et sa famille soient rentrés à leur hôtel, Philippe et moi nous sommes promenés sur la plage. La lune était pleine, argentée sur l'eau noire. « Tu es heureuse ?» il a demandé. « Plus que je ne l'ai été depuis des années. »« Des regrets ?» J'ai réfléchi. « Un seul. J'aurais aimé avoir ce courage plus tôt. Mais peut-être que j'avais besoin de toucher le fond pour rebondir. Ou peut-être que tout arrive au bon moment. Peut-être. » Nous avons marché en silence, main dans la main, le bruit des vagues comme une berceuse. 6 mois plus tard, j'ai officiellement vendu mon appartement à Marseille. L'argent est allé sur le compte de Lucas et Emma, géré par l'administrateur jusqu'à leurs 25 ans. Nathalie n'a fait aucun commentaire. Elle avait compris. Philippe et moi avons acheté une petite maison ensemble, dans les collines d'Ibiza. 2 chambres, un jardin avec des oliviers, une terrasse avec vue sur toute l'île. C'est là que j'écris ces lignes, au soleil du matin, un café à la main, Philippe en train de lire le journal à côté de moi. Hier, j'ai reçu une lettre de Josette Lambert, mon amie du foyer Les Cerisiers. Elle aussi a trouvé le courage de partir. Elle vit maintenant chez sa nièce à Toulouse, aide au jardin communautaire, a repris la peinture. « Tu m'as inspirée », elle écrivait. « Si tu as pu le faire à 68 ans, je peux le faire à 74. » Nathalie appelle tous les dimanches, comme promis. Parfois, nous parlons 5 minutes, parfois 1 heure. Nos conversations sont devenues plus authentiques, plus vraies. Elle me raconte ses difficultés, ses joies, sa vie. Je l'écoute. Je conseille quand elle demande. Je me tais quand elle a juste besoin d'être entendue. Elle et sa famille viendront nous voir cet été. 3 semaines cette fois. Ils ont économisé pendant des mois pour ce voyage. Et cette fois, je sais qu'ils viennent pour moi. Pas pour mon argent. Pour moi. Ce matin, en regardant la mer depuis ma terrasse, j'ai repensé à ce jour de septembre où tout a basculé. Le jour où Nathalie m'a abandonnée dans cette maison de retraite. Le jour où j'ai passé ce coup de fil qui a changé ma vie. À l'époque, je pensais que je perdais tout. Ma fille, ma famille, ma place dans le monde. Mais en réalité, j'ai tout gagné. J'ai gagné ma dignité, mon indépendance, mon bonheur. Et d'une certaine façon, j'ai gagné ma fille. La vraie. Celle qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui donner. Philippe pose sa main sur la mienne. À quoi tu penses? À ce que ma vie aurait été si je n'avais pas eu le courage de partir. Et je remercie cette version de moi qui a décroché ce téléphone, qui a bloqué ses cartes, qui a pris cet avion. Moi aussi, je la remercie. Il m'embrasse sur la tempe. Sans elle, je ne t'aurais jamais rencontré. Nous restons là, dans notre maison, dans notre vie, dans notre bonheur gagné de haute lutte. Et je souris. Parce qu'à 68 ans, j'ai appris la plus importante des leçons. Il n'est jamais trop tard pour choisir soi-même. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Mais il y a une chose que personne ne sait. Même pas Philippe. Même pas Nathalie. Un secret que je garde précieusement, que je révèle maintenant, au terme de cette histoire. Ce jour-là, dans la maison de retraite, quand j'ai passé ce coup de fil à la banque, ce n'était pas la première fois. J'avais tout planifié, depuis des mois. Les modifications de mon testament, les nouvelles dispositions bancaires, même le choix d'Ibiza comme destination, tout était prêt. J'attendais juste le bon moment, la goutte qui ferait déborder le vase. Quand Nathalie m'a annoncé ce voyage à Venise, j'ai su qu'elle allait me trahir. Une mère sans ces choses. Alors je lui ai tendu un piège. J'ai fait semblant d'être excitée. J'ai préparé ma valise avec joie. J'ai joué la vieille dame naïve qui croit encore aux promesses. Parce que je devais être sûre, absolument sûre. Et elle est tombée dedans. Cette maison de retraite, ce moment d'abandon, cette humiliation. C'était le test final. Et elle l'a raté. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'ai pas pleuré dans ma chambre ce premier soir. Pourquoi j'étais si calme au téléphone avec la banque. Pourquoi j'avais déjà mon billet d'avion réservé pour Ibiza. Parce que ce n'était pas une réaction impulsive. C'était une libération planifiée. Ma vengeance froide contre des années de mépris. Et ma renaissance.